Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Hey. C'est bon. Hey. Yo. Bonjour tout le monde! Bonjour, merci d'être venu nous écouter pour cette table ronde avec deux auteurs fabuleux, Simon Brousseau et Laurence Florisca-Rivard, qui sont tous les deux auteurs de livres qui ont paru cet automne, des livres qui sont vraiment plongés dans le très contemporain. Et la table ronde aujourd'hui va porter sur l'empathie, donc l'écriture de leurs livres comme un exercice d'empathie. Juste avant de commencer, je vous les présente. Donc, en commençant avec toi, Simon. Simon Brousseau, donc, tu es né en 1985 à Québec et tu vis à Montréal où tu enseignes la littérature au Collège Jean de Brébeuf. Ton premier livre de fiction, Synapse, a été publié en 2016 au Cheval-Doux et a été finaliste du Grand Prix du livre de la Ville de Montréal avant d'être traduit en anglais. Tu as aussi reçu le prix Adrienne Choquette en 2019 pour ton recueil de nouvelles Les Fins heureuses, toujours au Cheval-Doux. Tu es l'auteur d'un essai sur l'œuvre de David Foster Wallace aux éditions Nota Bene et chez nous, chez Héliotrope, tu as publié il y a quelques années le très beau récit Chaque blessure est une promesse. Et tu nous reviens aujourd'hui avec Full Monstre qu'on va vous faire découvrir. Est-ce que tu voudrais peut-être en quelques mots, avant que je présente Laurence Florisca-Rivard, juste nous présenter un peu ton livre? Oui, bien sûr. Full Monstre, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est le roman de la foule. C'est un texte où vous pourrez découvrir à peu près 200 personnages. Donc, à chaque fois, je donne accès à une bribe de la vie ordinaire de ces gens-là. Et mon idée, c'était de représenter notre époque, de faire un portrait de Montréal, de notre réalité commune. Mm-hmm. Merci. Laurence Florisca-Rivard a publié cet automne son premier roman, Implosion. Je vais faire ta bio aussi. Donc, tu es né en 1997 et tu as grandi à l'Île aux Chats, dans les Basses-Laurentides. Tu as planté des arbres en Abitibi durant plusieurs saisons, as été gardienne de territoire pour la CEPAC, tu as travaillé en restauration avant de faire une maîtrise en création littéraire et tu voyages régulièrement aux quatre coins du monde. J'adore ta bio, c'est complètement hétéroclite, c'est génial. Oui. Donc, veux-tu nous dire aussi en quelques mots, parler un petit peu de ton premier roman? Oui, donc mon roman Implosion, je me penche en fait sur l'entourage d'un homme qui se fait dénoncer pour agression sexuelle. Donc, je raconte l'histoire de sa mère, de son meilleur ami et de sa copine. Donc, je me penche un peu sur qu'est-ce que cette dénonciation-là vient provoquer dans l'entourage, les dilemmes moraux que ça provoque, tout ce que ça crée comme raz-de-marée un peu dans l'intimité de ces relations-là. Donc, voilà, c'est trois perspectives vraiment différentes qui abordent des enjeux vraiment différents et qui touchent à différents zones d'ombre de la culture du viol. Donc, voilà. Merci. Pour plonger tout de suite dans la discussion, on peut peut-être commencer avec la forme de vos livres, parce que vous avez tous les deux choisi une forme, un genre assez étonnant. Simon, on est dans des micro-fictions, comme tu les appelles. Donc, on a vraiment des instantanés de vie de environ 200 personnages. Donc, c'est vraiment tout un tour de force d'avoir réussi à donner vie à ça. Et puis, Laurence, toi, c'est un roman polyphonique à 3 voix principalement. Voulez-vous nous dire un peu qu'est-ce que cette forme assez éclatée vous permettait d'atteindre, plus particulièrement parce que c'est le sujet de la table ronde, pour ce qui est de la représentation des personnages, de leur récit intérieur? Ouais. Moi, de mon côté, à la base, la première version que j'ai écrite, c'était vraiment en 3 chapitres avec les 3 voix. Puis, c'est vraiment avec mon éditrice Olga aux Maisons Héliotrope qu'on a décidé vraiment de séparer les chapitres, de rendre ça un petit peu plus un récit entrelacé. Donc, là, il y a 6 chapitres, puis les voix s'entremêlent. Pour moi, ce que ça crée, c'est surtout une espèce d'écho entre les différents récits, où on retrouve certains éléments qui se recoupent, par exemple, avec leur relation qu'ils ont avec Sébastien, le joueur de tennis qui se fait dénoncer, là.
Donc, il y a ça. Puis, les 3 perspectives me permettaient aussi d'aller toucher à différentes questions. Tu sais, du côté de la mère, ben on est vraiment dans la culpabilité maternelle. Qu'est-ce que ça provoque, tu sais, chez une maman quand qui a élevé son garçon seul dans mon roman? Comme questionnement, qu'est-ce qui est vraiment en question? Le meilleur ami, ben c'est toute la complicité masculine aussi. L'espèce de projection aussi que le meilleur ami va avoir. Il va avoir peur de son propre désir. Puis, du côté de la copine, ben là, elle est amoureuse de ce garçon-là. Puis, elle va un peu se demander qu'est-ce que je fais avec ça. Au début, elle ne croit pas. Puis, bref, les 3 perspectives me permettaient vraiment d'aller toucher à différents points spécifiques là, à cet enjeu-là. Donc, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils ont des... Excuse-moi, juste... c'est vrai qu'ils ont des regards sur la situation complètement différents Oui. parce qu'ils font pas partie de la même génération. Ils n'ont pas accès au même Sébastien non plus. Sa mère, sa copine ou son meilleur ami, ils voient chacun des facettes de ce personnage-là complètement différentes. Oui, exact. Puis comme je dis, les récits s'entrelacent un peu où, par exemple, je pense qu'il y a une scène d'intimité que Charles partage avec une de ses dates Tinder. Et après ça, dans un des chapitres de la copine, elle a un rapport aussi d'intimité avec son copain Sébastien qui a été dénoncé. Donc, pour moi, ces scènes-là aussi se font écho. On a des différentes perspectives, que ce soit masculines ou féminines, qui peuvent après ça qui peuvent provoquer d'autres réflexions, du moins en étant mises en proximité dans le roman. Ouais. Et toi, 200 personnages, quand même, là. Ouais, ben, je peux prendre la balle au bon puis revenir sur ce que Laurence disait à propos de la multiplication des perspectives. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire aussi. Moi, ce qui m'intéresse depuis le début en littérature, c'est de voir qu'est-ce qu'on est capable en tant qu'individu de saisir de la vie des autres. Jusqu'à quel point on est capable de se mettre dans les chaussures d'autres personnes. Je pense que en tant qu'individu, ça va l'air un peu dramatique dit comme ça, mais on est condamné à la solitude de notre boîte crânienne, c'est-à-dire que on peut jamais véritablement accéder aux pensées des autres, à leur subjectivité. Mais en même temps, il me semble que la littérature, une des plus belles choses qu'elle peut faire, c'est d'entretenir l'illusion que pendant la lecture, pendant un certain temps, on est dans une autre vie que la sienne. Donc ça, c'est une des choses que je voulais faire avec Full Monstre. Puis en l'écrivant, je réfléchissais beaucoup aussi à notre contexte médiatique, puisque on n'a jamais eu autant accès à la vie des autres qu'aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous ces réseaux. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'on vit une époque où on ne se comprend pas très bien en tant que communauté, en tant que groupe d'humains. Donc pour moi, c'est comme une espèce de paradoxe. Tu sais, on livre des aspects de notre vie qui sont accessibles à tous, mais en même temps, c'est comme si on était de plus en plus isolés puis qu'on avait de plus en plus de mal à se comprendre. Donc, moi, ce que je voulais faire avec Full Monstre, c'était reproduire un peu l'idée du, excusez-moi l'anglicisme, mais le feed sur Internet où on peut faire défiler des vies. Tu sais, on peut passer une soirée, aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens avec qui on était au secondaire puis on n'a pas vu depuis 15 ans. Mais en même temps, ce sont ces personnes-là qui décident ce qu'elles montrent. Puis souvent, on va montrer des aspects plus glorieux, plus flatteurs de notre vie, mais on ne va pas montrer nécessairement, on ne va pas donner accès à notre intériorité, à nos épreuves, tout ce qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, l'idée, c'est comme un peu de détourner le feed d'Internet, mais pour donner accès à des aspects de la vie qu'on ne voit pas nécessairement dans cette culture de l'écran. Puis, ouais. Ouais, non, j'allais dire, mais c'est vrai que c'est particulièrement bien réussi dans ton livre, puis dans le tien aussi, Floresca. Vous êtes sur cette ligne assez fine, ou en tout cas sur le fil de l'équilibriste, entre donner une représentation franchement réaliste de vos personnages. On y croit, on a l'impression que vous les lisez comme un livre ouvert, et en même temps, vous restez sans complaisance. Donc, c'est empathique. Mais tu disais cette semaine, dans une autre discussion, là, tu parlais d'empathie critique. Donc, vous réussissez à être vraiment criant de vérité tout en montrant l'ambiguïté. Dans ton cas, c'est vraiment nos petits travers par moment, nos grands drames. Tu te promènes vraiment de l'anecdote au gravissime. Ça peut être parfois la maladie, ça peut être
les guerres, les génocides dans le monde. Puis toi, de ton côté, tu es vraiment dans les zones d'ombre de nos réactions, de nos récits intérieurs, comme je disais tout à l'heure, là, ce qu'on se raconte pour se justifier nos actions. Ou comment vous avez fait pour rester sur cette fine ligne? C'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a tellement de lieux communs aussi dans la littérature que, tu sais, de tomber dans le stéréotype de la caricature, ça m'a toujours habité, ça a toujours été comme une crainte en écrivant. Je pense que ce qui m'a tenue sur la ligne, c'est peut-être... je pense que c'est mon processus de recherche, tu sais, c'est d'avoir, tu sais, parlé à des gens, avoir lu, le recul aussi, de me positionner vraiment en espèce d'observatrice aussi. Ça, c'est ce que la fiction aussi me permet d'ailleurs, tu sais, de pas me sentir trop impliquée peut-être émotionnellement pour garder peut-être un espèce de recul pour rester dans du réalisme puis d'aller gratter les bobos aussi de parce que je pense qu'on se justifie beaucoup de choses c'est dans nos têtes, je pense, de nos actions quotidiennes, puis on n'a pas énormément de recul parce que c'est un peu pris comme Simon dit, on est un peu pris dans notre boîte crânienne. Fait comme autrice, j'utilise la fiction puis d'essayer de rentrer dans cette boîte crânienne-là de gens qui sont très loin de moi. C'est vraiment pas un exercice facile, puis je pense que ça m'a beaucoup habité. Puis là, les retours que je reçois, c'est que je réussis un peu à être sur cette ligne-là, mais ça, on n'en est pas vraiment convaincu tant qu'on n'est pas lu par les autres, je pense. Mais ouais. Donc, comment on fait pour que ça soit réel ou réaliste, créer un effet de réel? Ouais. Tu sais, Floriciam, disons, tu as 3 personnages, tu dis que tu as fait beaucoup de recherches, je peux imaginer que tu finis par sentir cette connexion. Simon, tu en as tellement de personnages qui sont par moments complètement loin de toi, mais c'est fou à quel point pour chacun, tu réussis à dire quelque chose de vrai. Donc, tu sais, dans cet exercice de l'empathie pour tes personnages, tu t'approches d'une vérité ou en tout cas d'une authenticité de l'expérience humaine. Je sais pas exactement comment décrire le processus qui m'amène à ce que ça, qui fait en sorte que c'est juste, ça sonne juste. Mais ma méthode, là, s'il y en a une, c'est de m'observer moi-même. C'est-à-dire que la seule subjectivité que je connais, c'est la mienne. Puis je pense qu'en étant sincère, tout à l'heure, avec Laurence, j'ai discuté un peu de l'imperfection, puis de l'ambiguïté, puis des contradictions des personnages. Dans ton livre, il y a quand même beaucoup ça. C'est quelque chose que j'observe chez moi. Aussi, je pourrais dire, moi, j'ai tendance à faire de grands drames avec de petites affaires, puis d'avoir de grandes épiphanies aussi à partir de petits moments ordinaires, genre, wow, j'ai vu un hibou pour la première fois, puis c'est un moment magnifique. Donc, j'essaie de... Dans le fond, je pense que la prémisse que j'emploie, c'est de dire qu'au fond, malgré la singularité de chacune des personnes, il y a quand même une espèce de dénominateur commun qui fait qu'on appartient à l'humanité. Donc, je veux croire à cette idée-là que c'est possible de se rapprocher d'un vécu qui n'est pas le sien. Puis, je fais attention quand je le dis, je dis rapprocher parce que je crois pas... Je pense qu'il reste toujours une distance quand même. Par exemple, je sais pas, je suis pas un athlète olympique, mais si je me penche sur ce que ça peut être d'être un athlète olympique suffisamment longtemps, si j'essaie de voir aussi de manière concrète comment ça peut se vivre dans une situation là, très circonscrite, là, je risque de pouvoir y arriver. Donc, je pense que c'est de s'éloigner de l'abstraction, des clichés, des représentations qu'on voit souvent dans les médias, par exemple, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus qui dépasse la représentation toute faite qu'on pourrait se faire de ces personnages-là. J'ai en tête une des fictions dans le livre que j'ai toujours trouvé particulièrement savoureuse. C'est sur un échange marketplace. Et puis, là, on est vraiment dans l'anecdotique. Et pourtant, donc, c'est un échange de 2 personnes qui vont... je sais même plus vendre quoi, là, mais une personne va vendre quelque chose et puis l'autre a négocié puis négocié à l'infini pour déduire 5 $ du prix qu'elle allait payer. Puis finalement, elle arrive avec genre un gros VUS à la transaction. Mais oui. Ça dit quelque chose, quoi, du monde dans lequel on vit. Puis, veux-tu nous parler un petit peu de ça, donc les épiphanies, ou en tout cas, ce que tu arrives à tirer
Ben, tu sais, là, et dans ce cas-ci, je pense que c'est une vérité qui n'est pas agréable à entendre, mais on est toujours un petit peu un type, là, c'est-à-dire qu'il y a des types d'individus. Puis là, ici, ben, c'est la personne riche qui essaie de sauver 5 $. Tu sais, on en a tous déjà vu, ça existe. Donc, tu sais, je parle ici d'un type que moi-même, j'ai pu observer dans mes propres échanges marketplace en essayant de vendre des bottes de bébés qui font plus à mes chevaux. Mais en même temps, je crois que l'effet de réel, c'est toujours dans le petit détail concret. Donc, par exemple, ici, c'est la dame qui sort son beau porte-monnaie, qui est aussi un signe, tu sais, de sa richesse, puis qui dit j'ai seulement un 50. Donc, tu sais, je pense que c'était 60 $. Donc, j'ai seulement un 50. Est-ce que tu me laisses le banc de bébé pour 50 $? Puis là, la personne qui vend le banc de bébé se dit moi, je voulais rendre service à quelqu'un qui en a besoin, puis je me retrouve à le vendre à une dame qui vient le chercher en Audi, tu sais, puis qui est beaucoup plus riche que moi. C'est les, Ouais. les paradoxes Ouais. de notre monde, de notre économie en ce moment. Tu sais, peut-être avec vos livres, tous les deux, vous brossez un procès critique de notre société, mais justement, tu sais, tout en étant critique, vous ne versez pas non plus dans le jugement ou le cynisme, là, qui pourrait venir rapidement avec un exemple comme celui-là ou avec des cas très graves d'agression sexuelle. Quelle constatation ou quel regard vous portez un peu sur l'état de l'empathie dans notre société en ce moment? Est-ce que ça va bien? Ouf, c'est une grosse question. Je pense pas que ça va bien. Je pense que, tu sais, moi, ce qui me motive à écrire, c'est justement, en fait, tu sais, moi, ce qui m'a poussée à lire, tu sais, dans ma vie, je trouve qu'il y a tellement une richesse dans le partage d'histoires qui sert au développement de l'empathie, tu sais. Puis je pense vraiment que l'empathie, ça peut être un muscle qui doit être entretenu à travers justement la culture, les arts, tu sais, les films, le cinéma, puis tout ça. Puis tu sais, moi, c'est ce qui me motive aussi après ça quand j'écris, tu sais, c'est de me dire, ben là, moi, ça me rassure de me rapprocher d'êtres humains que je comprends pas, tu sais. Pour moi, il y a de la lumière là-dedans parce que je trouve qu'on vit dans un monde où on a tendance justement à étiqueter méchant et bon, que ce soit de la gauche ou de la droite, là, on a tendance à faire ça pour simplifier un peu notre façon de synthétiser le monde. Puis à travers tout ça, on perd toutes sortes de nuances, je pense, qui sont vraiment importantes à remettre de l'avant, mais ça prend du temps, je pense. On est dans une société où qui va de plus en plus vite. Donc, j'essaie de réinvestir ces nuances-là de gris, mais c'est pas évident. Mais oui, c'est ça. Comme tu disais, Simon, c'est vrai que la littérature, puis c'est ce que tu dis aussi, mais peut être vue, comprise vraiment comme un exercice d'empathie en soi. Donc, on va forcément vers l'autre quand on ouvre un livre puis qu'on découvre un autre imaginaire que le sien. Oui, ben, ce que j'ajouterais par rapport à l'empathie, parce que, tu sais, l'empathie, je pense que c'est pas toujours positif, c'est-à-dire que l'empathie, au fond, tu sais, même d'un point de vue évolutif, c'est ce qui nous permet de comprendre l'être face à soi pour, bon, se protéger, pour se situer par rapport à. Donc, on pourrait employer l'empathie d'une manière un peu psychopathique, tu sais, pour s'élever socialement. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, tu sais, dans cette optique-là. De manipulation. Ouais, c'est ça, c'est de comprendre les autres pour ensuite en tirer profit, là, en quelque sorte. Donc, je pense que oui, tu sais, la littérature, c'est un espace d'empathie, mais c'est un espace d'éthique de l'empathie, c'est-à-dire qu'il y a il y a une intention empathique qui peut, par la suite, nous aider, tu sais, à trouver une place dans le monde dans lequel on vit. Mais à la base, c'est pas toujours positif, je crois, l'empathie. Tu sais, il y a quelque chose de... mais en même temps, quand c'est fait avec une intention, c'est beau parce qu'il y a d'un côté l'auteur ou l'autrice qui dit, ben voici des personnages, tu sais, avec leurs contradictions, leur complexité, leur ambiguïté. Puis le lecteur, ce qui se passe souvent, c'est qu'il va se rendre compte, s'il fait cet effort-là de s'engager dans une lecture empathique, il peut se reconnaître dans des personnes qui ne sont pas exactement comme lui ou comme elle. C'est ce que je disais un peu tantôt. Tu sais, pour moi, créer des personnages, c'est toujours un petit peu parler de soi. Tu sais, il n'y a pas de séparation radicale, là, tu sais, ou absolue dans les expériences. Donc, tu sais, même si le personnage, c'est pas moi, tu sais, le personnage dans le livre de Laurence, c'est pas moi, mais tu sais, il y a des aspects de ses raisonnements, de sa façon de réagir dans lesquels je suis capable de me reconnaître. Mhm. Donc, tu sais, il y a des... Dans chaque personne, je crois, il y a des prises qui nous permettent, tu sais, de se dire, ben voilà, là, je suis capable de comprendre son processus de pensée, son processus émotif, tout en sachant que
c'est différent, là. Ouais. Il y a un partage qui se fait des expériences, puis c'est ça qui rend vos postures que vous adoptez d'être celui ou celle un peu en biais qui regarde les autres. C'est une posture finalement vraiment politique. Puis dans ton livre, c'est aussi une posture féministe à cause des enjeux que tu soulèves. On parle dans le livre de Laurence Florisca d'une relation d'emprise entre un jeune homme et sa copine, mais aussi, on comprend que l'emprise était aussi sur sa mère qui n'a jamais su comment, où se positionner dans cette relation pour parvenir à un réel échange avec son fils. Jusqu'où l'empathie doit-elle aller? T'sais, est-ce qu'on a de l'empathie pour Sébastien, le Ouais. jeune dénoncé, finalement? Ouais, ben c'est là que le terme empathie critique me sauve un peu dans le sens où, pour moi, c'est important de reconnaître l'humanité derrière les personnes qui commettent ce genre de crime-là. Surtout Sébastien, tu sais, que ici, sa culpabilité est quand même assez claire dans le roman, là. Je vous divulgage rien, mais j'avais envie, en tout cas, du moins, d'avoir de l'empathie pour lui dans le sens où je lutte, tu sais, pour défaire l'espèce de mythe de l'agresseur monstre qui nous attaque dans les fonds de ruelle. Ceux qui commettent des agressions, ben, ils font partie de notre quotidien, c'est des gens dans notre entourage. Et ces personnes-là ne se nomment pas elles-mêmes, tu sais, agresseurs ou etc. Là, elles se l'avouent pas d'emblée. Donc, de défaire ça à travers l'empathie, j'ai l'impression que ça ouvre une brèche, mais il y a aussi une limite, tu sais, à cette empathie-là, justement, où c'est là que la réflexion critique doit entrer, où le but d'avoir de l'empathie dans mon roman, c'est de créer une espèce de miroir qui permet après ça de se réfléchir soi-même puis de re-questionner justement les comportements qu'on peut avoir qui sont problématiques ou qu'est-ce qui participe à la culture du viol plus largement, tu sais, que ce soit à travers des micro-agressions, des agressions plus grandes. Donc oui, mais je trouve que c'est ça, je trouve que c'est pas une question évidente parce qu'évidemment, dans ma position aussi, tu sais, personnelle, les gens qui ont été dénoncés pendant les vagues MeToo, j'ai eu de la difficulté à avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Puis c'est là que pour moi, la force de la fiction, ça me permet d'avoir ce recul-là. Mais Ça devient souvent une excuse où, tu sais, on entend dans des cas de meurtre, par exemple, la folie va justifier d'avoir commis un meurtre ou, tu sais, dans un cas de dénonciation, quand tu parles de mettre un miroir face à nous, c'est vraiment ce qui a réussi ton livre, c'est tout en le lisant, puis tout en étant vraiment un livre, tu sais, page-turner, comme on dit, qu'on lit comme un thriller psychologique, en même temps, ça nous met devant des enjeux de société super importants. On se demande comment est-ce qu'on doit élever nos garçons avec la mère, avec le meilleur ami. Ben, on se retrouve confronté à toute cette violence ordinaire qui est dans notre quotidien. Puis avec la petite amie, ben, il y a aussi, ou la mère même, il y a cette limite du care qu'on demande aux femmes. Tu sais, en étant empathique, ce qui est quelque chose qu'on a tendance à demander davantage aux femmes, on devient celle qui doivent sauver le monde alors que il y a une responsabilisation. Puis avec des ouvrages comme ceux-là, on y arrive. Ben oui, il y a tout à fait des limites là, au rôle justement de la mère à élever son garçon. Oui, je sais pas ce que j'allais dire par contre, j'ai un peu perdu l'idée. C'est peut-être parce que je pense qu'on doit terminer, on a encore un 5 minutes, mais j'avais envie pour finir de nous amener un petit peu vers les touches de lumière dont vous avez parlé. Puis je me souviens, Simon, à ton lancement, tu as dit un truc qui m'avait marqué et que j'avais noté parce que je suis comme ça. Tu as dit « Désespérer, c'est naturel, mais être dans l'espoir, c'est essentiel ». Donc, est-ce que c'est un peu est-ce que la littérature, est-ce que ça t'amène une forme d'espoir puisque tu poses quand même des constats difficiles dont tu parlais tout à l'heure avec les médias, avec la manière dont on arrive ou pas à connecter avec les autres? Elle est où pour toi la lumière? Bonne question. Je sais pas. Il n'y en a pas vraiment, finalement. Il n'y a aucune lumière. Non, mais dans le fond, je crois fermement que l'humanité serait capable de beaucoup mieux. Donc, tu sais, le monde dans lequel on vit est loin d'être parfait, puis mon Dieu qu'on a des raisons de désespérer.
Mais je sais pas si c'est ma posture là, depuis quelques années. Je refuse le fatalisme, je refuse le cynisme. Puis c'est pourtant très naturel chez moi de m'abandonner au désespoir. Mais je pense que la littérature a peut-être un petit rôle à jouer là-dedans, puisque je sais pas, j'arrive pas à le dire ce matin. Je pense que j'ai pas d'espoir ce matin. Mais pourtant, t'as ta magnifique fille qui est devant nous. Elle est là, il est là l'espoir. Mais c'est quelque chose, une chose à laquelle tu parviens tellement bien dans tes livres. C'était le cas dans ton récit précédent où tu parlais de la maladie de ton père. Puis dans ce livre-là également, des fois, il y a des sujets sombres. Et pourtant, la manière dont tu en parles est tellement empreinte d'humanité que tu viens toucher à quelque chose de très de très fort en nous, qui est le relationnel, le besoin de connexion avec Oui. les autres. Ben, je pense que là, je rejoins ce que Laurence disait tout à l'heure. Tu sais, on est un être sociable, tu sais, on a besoin des autres. Puis je pense que ben, c'est ça, c'est que c'est une pratique culturelle. Tu sais, l'empathie, c'est une pratique culturelle. Se soucier des autres, c'est une pratique culturelle. Mais tu sais, à la base, on a un besoin d'aller vers les autres. Tu sais, tout à l'heure, quand on a commencé la discussion, je disais, on est prisonnier de notre boîte crânienne, on n'a pas accès aux autres, mais on a quand même ce besoin des autres. Donc, tu sais, c'est comme notre situation un peu, c'est une tension constitutive de l'humain. Tu sais, je suis seul, mais en même temps, j'ai besoin des autres. Puis donc, l'espoir, en fait, c'est de se rappeler peut-être que cette empathie, cette capacité à vivre ensemble, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se transmet par l'éducation, donc notamment par les livres, mais pas seulement, par la famille, bon, par toutes sortes de choses. Donc, tu sais, je veux pas te dire ce matin que je vais régler l'histoire du monde en écrivant des livres comme Full Monstre, mais en même temps, j'ai l'impression que je participe à quelque chose qui peut être positif, c'est-à-dire nous inviter à réfléchir à l'individualisme de notre société, à la façon dont on interagit avec les gens au quotidien dans notre vie. Puis, je pense aussi que c'est un muscle, tu sais, qu'on peut faire travailler. Puis la lecture ben, fait travailler ce muscle-là. Mais donc, juste pour conclure là-dessus, moi, je continue d'avoir de l'espoir parce que je crois pas qu'on est condamné à être si polarisé, si méchant entre nous, si peu empathique aussi. C'est ça qui est plus frappant dans le discours politique. Il y a comme un manque flagrant d'empathie. Tu sais, on annonce des mesures, des lois, mais tu sais, souvent, on oublie les visages derrière. Puis une des choses que je voulais faire, c'était de revenir au visage. Tu sais, je sais pas, par exemple, il y a un fragment qui me revient, mais on a parlé des équipes de hockey au Québec avec les initiations, toute la violence sexuelle que ça impliquait. Mais tu sais, on en a parlé un peu sous le mode du scandale, puis c'est différent, en fait, d'imaginer comment ça peut être vécu de l'intérieur. Donc, tu sais, dans ce fragment-là, c'est ce que j'ai essayé de faire. Qu'est-ce que c'est, tu sais, d'être dans une équipe de hockey, de se faire initier par des agresseurs avec qui on va jouer toute l'année par la suite, tu sais. Puis il me semble que quand on revient à une échelle plus humaine, donc, tu sais, dans une espèce de face-à-face entre le lecteur et un personnage, ben, on fait travailler des muscles qu'on a tendance un peu à laisser... là, je ne sais pas comment finir ma phrase, laisser amorphe ou laisser s'atrophier, le muscle s'atrophie pendant qu'on est centré sur son nombril. Et tu fais du rap, là, tout à coup. Notre muscle s'atrophie pendant qu'on... Yo! Parfait. Parfait. On garde ça pour le mot de la fin parce que je crois que c'est l'heure de terminer. Mais je vous invite à venir leur parler parce que Simon et Laurence Forisca seront tous les deux en séance de dédicace sur le stand des éditions Héliotrope, le stand 1947. Vous allez en diagonale vers le fond, puis venez nous rejoindre pour la prochaine heure et demie. Ça nous fera plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci.